il est important que ceux qui utilisent l'argument que non, nous ne connaissons pas parce que nous n'étions pas nés, qu'on puisse casser ces argumentaires et dire, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes sur la scène politique en Côte d'Ivoire et ils ont une volonté de vouloir cacher la réalité et de vouloir dire, je ne suis pas ce que les gens disent de moi, alors que les faits sont là en vidéo, les faits sont là à travers leurs propos, les faits sont là à travers leurs gestes. Et ça, si on revient sur le passé, c'est pour permettre aux uns aux autres de comprendre la réalité et d'éviter les erreurs du passé. Je vais vous parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui, pour ceux qui veulent tromper les gens, font croire que c'est quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de propre, de quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal. Mais il n'y a pas un plus grand mal que de ne pas être honnête envers soi-même et de ne pas être honnête envers ses concitoyens et de ne pas être honnête envers ceux qui ont placé confiance en vous. Et Laurent Gbagbo est la marque déposée même du traficage des consciences, du mensonge et du banditisme politique. Et c'est ce que je vais vous prouver à travers cette petite vidéo que j'ai réalisée hier nuit sur l'homme Laurent Gbagbo. Quand il était opposant, contrairement à ce qu'il fait croire aux uns aux autres, il planifiait des coups d'État. Et son propre cousin qui s'appelle Bernard Doza, qui était conseiller de Blaise Compaoré, voici ce qu'il dit ici sur les pratiques de Laurent Gbagbo dès les années 1989, quand il était dans l'opposition. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de Saint-Pétron et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé en bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Fouboyi persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Vous avez entendu? En plus d'avoir vendu la Côte d'Ivoire, d'aller vendre le pays sans informer les fils et les filles du pays, Laurent Gbagbo a mis la Côte d'Ivoire en vente sous la garantie que lorsque lui sera président, depuis quand vous avez vu quelqu'un aller hypothéquer, mettre son pays en garant pour demander à être au pouvoir, ça démontre la soif de pouvoir d'un dictateur sanguinaire sans limite. Mais en plus, comme le dit Bernard Doza, si Laurent Gbagbo était pressé de prendre le pouvoir parce qu'il faut durer trop, ils ont formé des gens pour faire un coup d'État pour qu'ils puissent prendre le pouvoir et Bernard Doza donne les noms. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakoudabri qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sur place que ces gens ont été formés. Et donc, ces noms qui ont été cités, quand on va arriver en 2000, vous allez voir que le nom colonel Oulata Gouadi va venir redire les mêmes choses que Bernard Doza disait en 1989. Oulata Gouadi dit les mêmes choses en 2000. Mais bien avant qu'on quitte 1989 pour arriver en 2000, il y a eu 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Lorsqu'on arrive en 1999 et qu'il y a un coup d'État, le premier homme politique à féliciter et à encourager un coup d'État et à en tirer les bénéfices, ce fut Laurent Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il disait du coup d'État contre Bédié en 1999? Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des pays. La révolution des pays. Il dit donc, lui, Laurent Gbagbo, a salué l'arrivée
des putschistes au pouvoir, c'est-à-dire Guy Robert et ceux qui ont fait le coup d'État. Ça, c'était quand il était opposant. Il a non seulement cherché à faire des coups d'État, mais lorsque d'autres personnes ont fait des coups d'État, il les a applaudis. Et il a trouvé que c'était tellement bien que ce coup d'État de 1999 fait à Bédié était semblable à la révolution portugaise de 1974 qu'il a appelée la révolution des œillères. Maintenant, lorsque nous arrivons en 1990, non pardon, lorsque nous arrivons en 2000 s'il vous plaît, on organise une élection. Laurent Gbagbo, au lieu de tendre les résultats des élections, qu'est-ce qu'il fait? Avant la proclamation des résultats, et contre un autre avis contraire, puisque Gueye aussi disait qu'il a gagné, contre la procédure de la CENI, c'est-à-dire la Commission nationale électorale, Gbagbo se proclame chef de l'État. Le dimanche passé, je vous ai expliqué la différence entre président de la République et chef de l'État. Quelqu'un qui se dit président de la République, c'est quelqu'un qui a respecté la constitution de son pays et qui est arrivé au pouvoir avec la bénédiction de la constitution et du vote du peuple. C'est lui qu'on appelle un président. Donc, il peut présider la République. Mais quand on dit que quelqu'un est chef de l'État, ça veut dire qu'il est chef d'un territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acquis de légitimité à travers la Constitution. Et c'est pourquoi les putschistes se font appeler chefs d'État. Mais les putschistes ne peuvent pas se faire appeler président de la République. Quand cela est clair, écoutez ce que Laurent Gbagbo dit de lui-même en 2000. Et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, mais pas le président. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous avez entendu Laurent Gbagbo dire aux gens de sortir dans les rues pour occuper les rues. Ça, ce n'était qu'une seule phase de l'occupation de la prise du pouvoir sans attendre les résultats de la CENI. Et donc, c'est un coup d'État. Quand on va à une élection et qu'un candidat se lève spontanément, fait sortir les gens dans la rue et se proclame dans le même temps chef de l'État, ça veut dire que lui-même, il vient de le dire, il n'était pas président, il était chef de l'État parce qu'il sait qu'il n'était pas élu. Ça fait un coup d'État en soi. Mais ce n'était que la partie visible. Mais ce que les gens n'ont pas vu, en 2000, pour que Laurent Gbagbo puisse prendre le pouvoir, voilà le côté qu'il ne vous a pas dit et qu'il a caché pendant très longtemp. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place, tu as des soldats. Quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui a la capacité d'être en contact avec du personnel qu'il appelle des soldats et qui leur donne des instructions. Ça veut donc dire un acte prémédité, planifié. Alors que nous sommes dans un processus électoral. Lui, il est en contact avec des militaires. Il est en contact avec des gens qui manipulent les armes. Et il leur donne des ordres. Et quels sont les ordres qu'il leur donne? Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Il dit à ses militaires et à ses hommes en armes, malgré que les résultats ne sont pas encore déclarés, je suis déjà sorti, j'ai créé le chaos dans les rues, je me suis proclamé chef de l'État. Ce que vous devrez faire maintenant, aller à la présidence, vous les hommes en armes, et puis occuper le terrain. Ça là, comment on appelle ça? Occuper le terrain.
malgré que je sois opposant, malgré qu'il y a un processus électoral en cours, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore donné les résultats, moi je vous dis, allez occuper le terrain, surtout la présidence, positionnez-vous là-bas, et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et donc, vous avez entendu. Est-ce que ce n'est pas plus clair que de l'eau qui vient de la roche? Mais il y a son cousin en 1989, Bernard Doza, qui disait que Laurent Gbagbo avait fait former des gens pour faire un coup d'État au Feu-Boigny et qu'il y avait un certain colonel Oulata Gouadi Pierre. Bizarrement, ce même colonel Oulata Gouadi Pierre nous dit qu'en 2000, là, ce que je suis en train de dire, que lui le confirme. Et voici ce qu'il dit. En ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gouadi Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. Et pourquoi? C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui a forcé Gbagbo à prêter serment le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Et donc, vous avez entendu. Est-ce que ce qui a été dit là, c'est pas plus clair? Est-ce que Laurent Gbagbo ne peut pas poser plainte contre Oulata Gouadi qui est vivant? Lui-même, Laurent Gbagbo est vivant en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ne réagissent pas? Parce qu'ils savent que la vérité est implacable. Parce qu'ils savent que la vérité, quand elle est émise, on ne peut pas l'effacer parce qu'on le souhaite. Mais ça, c'était Laurent Gbagbo, opposant, qui voulait le pouvoir, qui finit par obtenir le pouvoir en 2000. Quelle que soit la manière, il obtient le pouvoir en 2000. Et quand il obtient le pouvoir en 2000, entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo change. Lui qui a fait des coups d'État, qui a formé des gens pour faire des coups d'État, lui qui a applaudi le coup d'État contre Bédié, lui qui a pris des gens pour faire un coup d'État en 2000, automatiquement, une fois qu'il est installé au palais, il change de langage pour protéger ses intérêts. Il est contre les coups d'État. Il ne veut plus voir parler de putschistes. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Quel est le regret? Voilà le Laurent Gbagbo qui a changé. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Non. Parce que tant que lui est au pouvoir, on ne doit plus faire de coup d'État. Ce que lui, il a fait aux autres, personne ne doit lui faire ça. Et donc, il devient un moralisateur public. Mais, lorsque 2010, on organise des élections, et qu'à la fin, Laurent Gbagbo perd les élections, et qu'il s'accroche au pouvoir, et que finalement, il perd le pouvoir comme un fruit pourri, et que maintenant, il se retrouve opposant, et qu'il va en prison à la haie, et qu'il revient, Laurent Gbagbo a changé encore. Il est devenu quelqu'un qui est tombé amoureux des coups d'État, parce que lui n'est plus au pouvoir. Donc, il faut maintenant que ceux qui fassent des coups d'État, il faut que ceux qui font des coups d'État fassent des coups d'État
parce que lui n'est plus au pouvoir. Et il est clair là-dessus. Non seulement il fait partie de Katina Koné au Burkina Faso, parce qu'il aurait pu dire, ce n'est pas moi qui ai envoyé Katina. Mais lui-même, il le dit. Tous les putschistes aujourd'hui qui entourent la Côte d'Ivoire en 2024, lui, il est totalement d'accord avec eux. Et ces personnes-là sont sur la bonne voie parce que lui, Laurent Gbagbo, n'est pas au pouvoir. Le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES. Un bon regard. Il dit, ce que les putschistes font, c'est une très bonne chose. Un bon regard. Parce que il souhaite aujourd'hui la même chose en Côte d'Ivoire, parce que lui n'est pas au pouvoir. Et sachez qu'avant de dire ça, il a même envoyé Kone Katina pour aller demander aux putschistes de l'aider à déstabiliser Alassane Ouattara en 2024-2025 à travers la violence. Et donc, voilà quand il a envoyé Kone Katina, voilà le message que Kone Katina, au nom de Laurent Gbagbo, est allé donner aux putschistes. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. C'est mon élève. Mais en réalité, Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est eux qui se laissent distraire. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, qui l'ont formé politiquement, qui l'ont formé intellectuellement, ceux qui ont formé le FPI avec lui, vont maintenant vous dire ce que c'est que Laurent Gbagbo en vérité. Et là, si vous n'avez rien compris de Laurent Gbagbo, et si vous n'êtes pas capable de comprendre la réalité, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Et donc, celui qui vous parle là, c'est le professeur Temoko Kone. Et il vous dit ceci. Syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent ça connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces quatre individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais, une fois que bon, je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire bon, d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Et là, vous verrez qu'aujourd'hui, pour faire dans de la malhonnêteté et du traficage de la réalité, Laurent Gbagbo aujourd'hui, une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il souhaite le coup d'État, mais sachant qu'il a fait un bilan macabre, qu'est-ce qu'il fait? Il change le nom de son FPI pour dire qu'il est devenu le Parti des peuples africains, pour faire croire aux gens que lui il est devenu panafricain, pour encore manipuler à nouveau les étrangers qu'il tuait hier pour essayer de s'attirer une sympathie politique et tromper à nouveau les gens pour dire que non, le FPI n'a rien à voir avec le PPACI. Alors que lui-même, Laurent Gbagbo, n'a pas changé, sa politique n'a pas changé, ses méthodes n'ont pas changé. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes
que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Et comment il a utilisé les étrangers? Il a transformé la réalité en faisant croire aux Ivoiritaires et aux sectaires que ce sont les étrangers qui ont occupé l'économie et toutes les parties utiles de la Côte d'Ivoire. Il a savamment mélangé les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire aux étrangers pour essayer de créer la haine collective, pour essayer de diviser le peuple et pour essayer de créer la violence et le chaos. Et en 2024, quand il revient avec son PPACI, c'est la même méthode. Mais n'ayant pas les armes en main et n'ayant pas sa machine à tuer, il utilise le PPACI et la tromperie politique pour se faire passer pour un politicien qui est devenu quelqu'un qui aime les Africains. C'est parce qu'il n'a pas la capacité de les tuer pour s'imposer et pour faire plaisir à ses partisans. Mais lorsqu'il avait la volonté d'exterminer les étrangers, il n'a pas hésité pour faire plaisir à l'extrême droite xénophobe nazi de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait le FPI. Voilà le sort qu'il a réservé à ces mêmes étrangers-là. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoum Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Méfiez-vous des imposteurs comme Laurent Gbagbo, parce qu'ils viennent en politique, pas pour défendre les intérêts du peuple, mais pour défendre simplement leurs intérêts personnels, et quel que soit le prix que cela peut causer pour le peuple et le pays.